Bonjour à tous, donc Louis Horta, je suis chef de projet à la DHUP, donc la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Et je traite principalement de sujets donc, de construction, performance environnementale et énergétique de la construction. Et donc je suis avec David. David Levanier, je suis du bureau d'études Pouget Consultant, des bureaux d'études thermiques, fluides et environnement. Et on a un cabinet de conseil aussi sur les sujets du bâtiment. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de pompe à chaleur en logement collectif, sur la base d'une étude que la DHUP a confiée à Pouget Consultant l'année dernière. Une étude donc, qui était à la base destinée à l'administration, mais dont on prépare la publication donc, dans les jours ou les semaines qui viennent. Et donc la publication aura lieu donc, soit sur le site du ministère, soit sur le site de l'ADEME, ou les deux. Donc pourquoi cette étude sur la pompe à chaleur en logement collectif? On le sait, je pense, la pompe à chaleur, c'est un des systèmes de production de chaleur renouvelable qui est au cœur de la stratégie de transition énergétique française. Et on fait le même constat, j'imagine, que si en logement individuel, la pompe à chaleur, elle a fait son trou, en logement collectif, elle reste encore un petit peu marginale, si ce n'est pour de la climatisation. Donc l'objet de l'étude, c'était un peu de comprendre cet état des lieux, de le faire et de le comprendre, de comprendre les dynamiques qui sont un peu en cours, notamment avec l'aéromava, on va y revenir, et d'identifier en fait les conditions d'intégration, les conditions de succès du déploiement de la pompe à chaleur en collectif, pour aussi pouvoir agir et accompagner dans ce sens-là. Avant de rentrer dans le détail, je vais rappeler les incidences de la RE 2020. La RE 2020, dans les logements collectifs, on ne va parler que de logements collectifs durant cette présentation. La RE 2020, en 2022, elle ne contraint presque aucun système. On peut faire des solutions 100% gaz, PAC et autres. Seul le chauffage électrique, lui, est contraint de beaucoup surisoler pour passer les seuils. En 2025, on a un cap, les seuils se durcissent, les solutions 100% gaz sont impossibles, et les solutions hybrides, qui associent une pompe à chaleur et une PAC, elles réussissent à passer. Si la pompe à chaleur ne fait que de l'eau chaude sanitaire et que le chauffage est fait à 100% par du gaz, il faudra beaucoup surisoler pour atteindre les seuils. Et si la pompe à chaleur, qui est associée à la chaudière gaz, intervient à la fois sur le chauffage et l'eau chaude, à ce moment-là, ça passe sans problème. Puis, bien sûr, quand on fait que des pompes à chaleur, que de la chaudière bois, ça passe également sans problème. Je vais essayer de faire un rapide aperçu des solutions PAC qui existent. Il y en a une quinzaine. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter. Si vous voulez plus d'infos, vous aurez en annexe de notre étude des fiches solutions. Et surtout, il y a un guide de l'Association française de la pompe à chaleur, l'AFPAC, qui va publier sous quelques jours, un guide qui récapitule et qui illustre toutes ces solutions. D'abord, une solution collective que tout le monde connaît, c'est la PAC sur sonde géothermique. Ici, le principal intérêt, c'est qu'on ne voit pas les pompes à chaleur, on ne les entend pas, qu'elles ont des hautes performances et surtout que c'est une solution mature qu'on applique déjà depuis longtemps. Une solution dont on entend de plus en plus parler, c'est les PAC RO, et c'est là que le logement collectif avait le moins d'expérience. Ici, les PAC RO sont collectives et produisent de l'eau qui alimente un local technique qui ressemble à peu près à celui d'une chaufferie. Les PAC sont à l'extérieur, c'est le plus simple, on peut les mettre à l'intérieur, mais c'est bien plus complexe, donc il faut privilégier le positionnement en terrasse. L'objet de l'étude, ça a été de faire le bilan des offres industrielles disponibles, et on a repéré 11 offres, dont 8 en 100% PAC. 5 de ces 8, c'est de la cascade de petites pompes à chaleur, de grosses pompes à chaleur de maisons individuelles, qui permettent d'aller traiter jusqu'à 40 logements, et on a 3 offres avec des PAC de plus grosse puissance qui permettent d'aller jusqu'à 100, 150, 200 logements. Et des offres hybrides, donc des industriels, qui se positionnent avec les 2 générateurs, gaz et pompe à chaleur. Je vais passer rapidement les solutions individuelles. On a ici des chauffe-eau thermodynamiques qui ne font que de l'eau chaude sanitaire et qui captent les calories sur la ventilation. La même chose, mais qui captent les calories sur l'extérieur. L'enjeu, ça va être de le connecter à l'extérieur. Et ici, des PAC RR qui ne font que du chauffage et ou du froid. Donc ça, c'est des solutions individuelles. D'autres solutions individuelles ici, c'est tout simplement des petites PAC de maisons individuelles, on en met une par logement. L'enjeu, ça va être de positionner les unités extérieures. Il y a des modules qu'on peut mettre à l'intérieur, plaqués à la façade avec une grille. Des solutions PAC individuelles sur l'air extrait. Là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'unité extérieure. Et là, des petites pompes à chaleur, toujours intérieures, connectées à l'extérieur. Là, la particularité, c'est qu'elles ne font qu'une partie du chauffage. Elles ne chauffent que le salon et c'est du chauffage électrique qui sont dans les chambres, ce qui permet de diminuer la puissance des équipements. Bon, si on prend un peu de hauteur, ce que nous dit David, en fait, c'est que les offres pompe à chaleur en logement collectif, elles existent.
Les solutions existent, les offres existent. Et elles sont en plus diversifiées, on a de la chance. Donc, David l'a dit, 16 fiches techniques qui seront détaillées dans le cadre de l'étude, qui sont assez bien détaillées, qui parlent de coûts, qui parlent d'avantages, d'inconvénients, de conditions d'intégration. Et donc l'enjeu que souligne l'étude maintenant, c'est de faire connaître ces solutions. Étant donné qu'on a fonctionné très longtemps avec beaucoup de gaz, l'enjeu, voilà, c'est de partager cette information. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de partager l'étude, que l'AFPAC va publier bientôt. Les entretiens qu'avait mené Pouget avec les industriels nous montrent que d'autres solutions sont en cours de développement et permettront de répondre à encore un plus grand panel de situations. Et enfin, information capitale, par rapport à la montée en charge que Pouget a pu calculer, a pu mesurer dans son étude qui est anticipée, les capacités industrielles permettent et permettront, a priori, de répondre à ce besoin, ce qui est quand même relativement rassurant. J'ai oublié un petit point quand j'ai présenté les PAC RO collectives. Il y a un enjeu, c'est quand même la maturité des offres. On a quelques offres qui sont matures, avec des industriels qui ont pas mal de projets à leur actif, des pompes à chaleur qui sont en exploitation. Et il y a quand même beaucoup d'offres qui ont quelques mois, 1 an, 2 ans, et qui montent encore en puissance. Maintenant, le positionnement technico-économique de ces solutions. Ici, je vais afficher des surcoûts par mètre carré CHAB, en comparaison à une solution de référence qui est le gaz individuel, qui est un peu la solution de référence RT 2012, et c'est pour un bâtiment de 35 logements. La PAC collective géothermique est plus chère, c'est indéniable. Néanmoins, il y a une partie de ce surcoût qui peut être couvert par le fonds chaleur de l'ADEME. Ensuite, la PAC collective RO, qu'elle soit hybride ou 100% PAC, le surcoût est à peu près le même, c'est l'un des premiers enseignements de cette étude. Pourquoi c'est à peu près le même? Quand on est en hybride, eh bien, étant donné qu'on a le gaz qui peut prendre le relais, on met moins de pompes à chaleur, mais on doit raccorder le bâtiment au gaz, créer une chaufferie et évacuer les fumées. Quand on est en 100% PAC, on n'a pas ces équipements gaz à prévoir, mais on a plus de puissance à déployer pour que la PAC puisse subvenir toute seule aux besoins. Ce coût équivalent, il est un peu moins vrai pour les grands bâtiments. Le coût fixe du gaz est un peu dilué quand on a des grands bâtiments, et donc les solutions hybrides gagnent un peu de terrain, et pour les petits bâtiments, moins de 35 logements, c'est l'inverse. Maintenant, si on se compare à une PAC individuelle, donc là c'est une petite PAC de maison, j'en mets une par logement. Et là on voit que le coût est supérieur. Néanmoins, quand le bâtiment, si la solution collective je l'applique sur un bâtiment plus petit de 10-15 logements, eh bien les coûts deviennent équivalents. Ça, c'est le deuxième enseignement. En gaz, on avait l'habitude de dire qu'en dessous de 40 logements, on faisait du gaz individuel, et au-dessus, c'était plutôt du gaz collectif. C'était l'optimum technico-économique. Ici, quand on compare ces deux solutions, on sent que l'optimum, le point de bascule, c'est plutôt 10-15 logements, ce qui va peut-être, à la longue, venir un peu bousculer les habitudes et augmenter le nombre d'installations collectives. Ensuite, des solutions individuelles. Chauffage électrique avec une petite pompe à chaleur pour l'eau chaude et un fort renforcement de l'isolation. Le coût peut être attractif ici, mais c'est compatible qu'avec des bâtiments qui ont une certaine sobriété architecturale, assez compacte. Si le bâtiment est découpé, les coûts de surisolation augmentent rapidement. Et puis ici, la solution qui ne fait qu'une partie du chauffage, une solution individuelle qui ne chauffe que le salon et avec du chauffage électrique dans les chambres, cette solution, du fait de sa plus faible puissance, a un coût plus faible. Alors il y a un enjeu technique particulier sur lequel l'étude met un peu le focus, qui est l'enjeu de IC Construction. Alors IC Construction, c'est l'impact sur le changement climatique de la production des matériaux et des composants, matériaux et systèmes dans le bâtiment. Alors la pompe à chaleur, elle a un impact IC Construction qui est supérieur à la référence qu'on utilise, donc le gaz, pour 3 raisons principales. Les fluides frigorigènes, tout le monde connaît à peu près le sujet. L'essence de la pompe à chaleur qui implique plus de matière et donc un impact carbone supérieur. Mais surtout, et c'est là où il y a vraiment des choses à faire, c'est la donnée environnementale. Aujourd'hui, on a relativement peu de données environnementales sur ces solutions, ce qui implique un recours à des données environnementales par défaut, qui sont, comme vous le savez, pénalisantes par rapport au calcul du projet. Demain, si on produit, ces données sont produites, les solutions collectives PAC, elles se rapprocheront des systèmes de référence qu'on utilise. Pour les pompes à chaleur collectives, pour les pompes à chaleur individuelles, on a nécessairement plus de matière, plus de pompes à chaleur, donc un impact qui est moins réduit, entre guillemets. Si on récapitule un peu la partie, on a des surcoûts
pour la pompe à chaleur en logement collectif, certes, mais des surcoûts qui sont maîtrisés et surtout qui, si on exclut la solution tout gaz dont on nous le disait en 2025 ne sera plus possible, on a une solution finalement qui est compétitive avec le reste du panel des solutions qui sont applicables. Évidemment, on a un effet d'apprentissage et de volume potentiel qui nous permettra, on l'espère, de réduire les coûts sur les pompes à chaleur en collectif. On ne parle pas évidemment de technico-économique sans parler d'exploitation, on raisonne en coût global. Donc si le recours à la pompe à chaleur en collectif, c'est de mémoire entre 15 et 20% estimé dans l'étude de réduction de charges, toutes charges comprises, donc entretien, maintenance, mais aussi consommation d'énergie. C'est un peu plus faible pour les pompes à chaleur individuelles, donc une pompe à chaleur par logement, soit parce qu'on est en hybride et qu'on a un raccordement au gaz qu'il faut payer, un abonnement, soit parce qu'on a un entretien qui évidemment se fait sur plusieurs machines, ce qui est moins intéressant que sur une seule grosse machine. Finalement, tout ce qu'on vient de dire, ça implique un besoin de changer un petit peu de paradigme, de changer de réflexe dans la conception. On n'a plus une seule solution qui fonctionne dans 80% des cas. On a plein de nouvelles solutions qu'il faut tester, expérimenter. Et donc, les résultats de cette étude permettront aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre qui souhaitent justement comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe aujourd'hui en termes de paradigme technico-économique, de regarder ces solutions-là. Maintenant, les bonnes pratiques et les capacités de ces pompes à chaleur. Ici, je vais zoomer sur les packs RO collectifs parce que c'est ça la nouveauté, les autres sont relativement maîtrisés. Les pompes à chaleur, elles n'ont pas toutes la même capacité de production de température. On a certaines solutions qui savent faire du 55 degrés, d'autres du 65, d'autres du 70. Ensuite, leurs performances ne sont pas les mêmes suivant leurs conditions de fonctionnement. C'est une grosse différence avec les chaudières. Une pompe à chaleur, lorsqu'il fait 7 degrés à l'extérieur, si vous lui demandez de produire de l'eau à 30 degrés, vous lui donnez 1 kWh d'électricité, elle vous en rend 4,6. On a un COP intéressant. Si on lui demande de faire du 70 degrés, là le COP descend, je lui donne 1 kWh d'électricité, elle m'en rend 2. Donc il faut bien avoir ça en tête pour dimensionner les installations. C'est pareil en termes de puissance. Bien souvent, la puissance des pompes à chaleur diminue lorsque la température diminue également. Donc il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, de quelle température on va avoir besoin? Pour produire du chauffage, dans les bâtiments avant les années 90, la plupart des radiateurs, au cœur de l'hiver, ont besoin d'être alimentés par de l'eau à 80 degrés. C'est que pendant les jours les plus froids, si le climat s'adoucit, les températures diminuent. Depuis les années 90, on a souvent l'habitude de mettre plutôt du 70 degrés dans les radiateurs. Point important, si je prends un bâtiment des années 70 avec des radiateurs à 80 degrés et que je lui associe une rénovation globale de l'enveloppe, donc je diminue ses besoins de chauffage, eh bien on n'a plus besoin d'alimenter en 80 degrés, mais un 55 degrés par exemple, suivant les cas, pourrait suffire et ça devient des conditions de fonctionnement bien plus adaptées à la pompe à chaleur. Bien sûr, quand on est en construction neuve, on peut mettre des émetteurs basse température en radiateur, mais c'est un peu plus cher, un peu plus encombrant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Il y a d'autres solutions d'émetteurs, du plancher, plafond chauffant ou des ventiloconvecteurs. Là, on voit que les températures maximales d'alimentation sont beaucoup plus faibles et qu'en plus, ces émetteurs, ils ont la capacité de faire du froid. Peut-être celui le moins connu, c'est celui tout à droite. On a un échangeur, par exemple, dans le faux plafond du couloir et des gaines qui soufflent de l'air chaud dans l'ensemble des pièces. Pour produire de l'eau chaude sanitaire dans le logement collectif, on alimente un bouclage. On maintient en température un bouclage à 55 degrés. Donc il nous faut absolument des pompes à chaleur, si on veut qu'elles le fassent dans sa totalité, des pompes à chaleur qui savent produire du 60 degrés minimum. Maintenant, les conditions d'intégration, on pourrait passer longtemps sur ce sujet. Le premier enjeu, c'est ces packs RO collectives, c'est leur impact acoustique. Là, la seule préconisation à faire, c'est de s'associer à un acousticien et dès la conception d'anticiper les contraintes d'intégration de ces pompes à chaleur. Une pompe à chaleur RO par unité, pour les grosses puissances, c'est 10 000 m3 qui est capté par la pompe à chaleur. Donc il faut la laisser respirer, il ne faut pas la confiner. Je vous ai montré des photos tout à l'heure où on la mettait à l'intérieur. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe. Et puis, il faut vraiment la gainer sur l'extérieur. On ne met pas de pack dans les parkings, dans les combles. Voilà. Ensuite, il y a un gros sujet, c'est la qualité du réseau de distribution. C'est un sujet fort pour l'existant. Si mon radiateur, je dois l'alimenter à 60 degrés, mais que j'ai 100 mètres de tuyaux mal isolés, il va falloir que ma pompe à chaleur produise à 65, à 70. Et donc, je vais encore dégrader son coefficient de performance. C'était un peu moins un sujet quand on était en gaz, puisque ça avait moins d'incidence sur la performance.
Ici, c'est un sujet un peu plus sensible, donc il va falloir qu'on augmente la qualité des réseaux de distribution et qu'on l'intègre, l'état existant des réseaux de distribution dans les bâtiments existants. Et ensuite, c'est une solution nouvelle, donc il faut suivre un peu plus la phase de conception, d'installation, d'exploitation, et il faut qu'on mesure. Voilà. Si on veut être en capacité d'identifier les problèmes, de connaître les performances réelles des systèmes, il faut qu'on mesure, et on ne le fait pas assez. David, tu viens de le dire, un des enjeux que l'étude met vraiment en avant, c'est celui de la qualité. La qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc en conception, en installation, mais aussi en suivi. On parle d'équilibrage des réseaux, de calorifugage, etc. La pompe à chaleur, c'est un système qui est un petit peu plus complexe qu'une chaudière et qui demande donc une attention peut-être un peu plus forte, surtout qu'on est en début de phase, finalement. Et donc pour ça, la réponse, c'est constituer tout de suite les bonnes pratiques. On va monter en charge petit à petit et donc, dès aujourd'hui, constituer ces bonnes pratiques, les diffuser pour éviter un des écueils qui pourrait être préjudiciable à la filière, que celui des contre-références, donc des installations qui serviraient de contre-exemple. Adossé à ça, donc un enjeu de montée en compétences, en termes de qualité, en termes de quantité aussi, pour accompagner cette montée en charge de la pompe à chaleur en collectif. Et pour ça, qui de mieux finalement que la filière PAC pour coordonner tout ça, organiser tout ça et accompagner l'ensemble des acteurs de la construction dans cette transition. Dernier point, quelles sont les possibilités de déploiement de ces pompes à chaleur dans l'habitat existant? Là, ici, je vais aussi me concentrer sur les PAC collectifs, puisque c'est elles qui ont le potentiel le plus fort. Comment on a évalué ce potentiel de déploiement? On a regardé tout simplement les caractéristiques du parc existant à partir de bases de données. Quels sont les systèmes existants, les émetteurs existants, la place disponible, est-ce qu'on a de la place en terrasse, à l'extérieur du bâtiment, les spécificités architecturales, le maître d'ouvrage, est-ce que c'est un bailleur ou une copropriété? Ce n'est pas du tout les mêmes capacités de prise de décision, de financement, la complexité, les aides disponibles. Donc cet état des lieux, c'est un état des lieux à date. Il pourra évoluer demain si les technologies évoluent, si les aides financières évoluent, enfin si tout un tas de choses sont mises en place pour augmenter ce champ d'application. Les conclusions, donc vous avez 3 systèmes, je vous en parlerai tout à l'heure, mais avant les années 1945, les possibilités de déploiement des PAC collectives RO sont assez faibles. Pourquoi? Beaucoup de bâtiments de centres urbains, d'architecture, de style architectural un peu plus ancien, beaucoup de solutions individuelles, de copropriétés, de toitures en pente. Donc on a beaucoup de mal à déployer des pompes à chaleur collectives sur ces cas-là. Quand on regarde les bâtiments un peu plus récents, on sent qu'il y a vraiment une opportunité sur le segment construit avant 1974, des bâtiments pas du tout isolés à la base. Donc là, si on fait une rénovation globale, on fait chuter les régimes de température et ça devient des conditions d'application favorables à la pompe à chaleur. Plus on avance dans le temps, années 2000, après 2000, plus ça diminue, pour plusieurs raisons. Un bâtiment qui est déjà isolé, un bâtiment des années 2005 par exemple, je vais avoir du mal à motiver un maître d'ouvrage à le réisoler. Donc je vais avoir du mal, et puis même si j'arrivais à le motiver, on aurait du mal à diminuer significativement les températures des radiateurs. Donc dans ces bâtiments récents, finalement, eh bien, la solution 100% PAC n'est pas la plus adaptée. Et il y a un point particulier, c'est qu'ici vous avez à gauche solution 100% PAC, 2 solutions hybrides. Au milieu, c'est une solution hybride où la pompe à chaleur n'intervient que sur le chauffage. Pourquoi ça change les degrés, le champ d'application? C'est qu'une pompe à chaleur, quand on lui demande de faire de l'eau chaude, on a besoin de ballons de stockage qui prennent de la place. Donc sur mon bâtiment existant, je manque de place. Donc si ma pompe à chaleur fait que du chauffage, je mets la pompe à chaleur en toiture. Il y a quelques équipements techniques à intégrer dans le local technique, mais qui sont moins encombrants. Et du coup, cette pompe à chaleur travaille au début de l'hiver, et puis le gaz vient en renfort après. Bon, vous l'avez compris, 20 minutes pour résumer cette étude, c'était compliqué, donc on a été à l'essentiel. Je vous recommande quand même d'aller, pour ceux que ça intéresse, la parcourir. 3 conclusions. En construction, donc, la filière elle est prête aujourd'hui à suivre la trajectoire RE 2020 au niveau industriel et au niveau de la capacité d'installation. En rénovation, on vient de le voir, c'est un peu plus compliqué. Et il faudra peut-être d'abord s'occuper des scénarios où c'est le plus facile. Des scénarios où on a de la gouvernance peut-être plus aisée, des scénarios où on a des accès en toiture terrasse, etc. David vient d'expliquer assez bien. Dans les 2 cas, la priorité est donc à l'expérimentation, à la collecte des retours d'expérience pour monter en charge petit à petit, monter en compétences et
voilà, d'ici 2025, 2030, 2050, pouvoir avoir des pompes à chaleur dans nos logements collectifs. Donc, les conditions de déploiement de la PAC, elles sont réunies en logement collectif. La filière est prête. On a des objectifs qui sont ambitieux, qui sont clairs, qui sont progressifs. Et donc l'enjeu, encore une fois, c'est structurer cette montée en compétences, structurer cette filière, qui est déjà bien structurée par ailleurs, mais pour l'accompagner dans cette trajectoire 2025 et au-delà. Merci de votre attention. Merci. Merci à tous les deux, parce que c'est une étude vraiment très très intéressante. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions, même si vous avez été extrêmement clair. Madame, alors, il faudrait juste qu'on vous donne un micro. Expédié.